faire signe. Une émission de Habib Salha. Nadia Arabe, dépassement, nouvelle, arabesque. Elle est originaire d'Égypte, établie en Tunisie. Elle vit entre trois pays, au contact de cultures et de religions différentes. Une situation qu'elle a appris à aimer. De formation scientifique, elle a fait une carrière d'enseignant-chercheur à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis. Et ça donne maintenant à l'écriture sa passion de toujours. Je vais revenir sur ce verbe, le verbe faire, faire une carrière. C'est un verbe qui a impressionné un autre ingénieur, Melek Haddad, dans la dernière impression, et qui dit que pour construire un pont, combien faut-il mettre de temps, et pour concevoir un être, combien faut-il de mois. Nadia Arabe, pour votre passerelle, dépassement, parce que de toute manière, le titre au pluriel m'incite à parler de pont et de passerelle, puisque vous avez enseigné à l'École nationale d'ingénieurs, combien de temps avez-vous mis pour construire vos ponts et vos passerelles, puisque je vais choisir le pluriel. Merci de m'avoir invité. C'est quelque chose qui n'est pas terminé. Je vais vous dire que je suis toujours en construction. Je sens que je suis un être en devenir. J'ai mis l'âge que j'ai pour arriver à ce où je suis arrivée, mais je considère que je ne suis pas arrivée à un point, disons, de stationnement. Je continue à créer des passerelles, des ponts entre différents lieux, différentes cultures. Je vis entre trois pays. Et donc, déjà ça, c'est des ponts et des passerelles qui vont dans tous les sens. Nadia, dans quelle langue naît-on, dans quelle langue enseigne-t-on et dans quelle langue écrit-on? Ah, alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire par « on ». Je peux répondre juste pour moi, parce que dans la généralité, évidemment, il y a un tas de cas. En ce qui me concerne, j'ai grandi entre deux langues maternelles, ou plutôt, je dirais, une langue plutôt paternelle, puisque c'était davantage avec mon père qu'on l'a parlé, l'arabe, et une langue plutôt maternelle, le français, puisque c'était avec ma mère qu'on l'a parlé davantage. On ne parlait pas une seule langue avec chacun des deux, mais disons avec mon père, la dominante était en arabe, avec ma mère, la dominante était en français. Ça, c'est en ce qui concerne les langues maternelles. Ensuite, vous avez dit en quelle langue étudie-t-on peut-être? Enseigne-t-on? Étudie-t-on déjà. J'ai fait un bac égyptien dans une école privée. Donc, encore le verbe faire. Oui. Ce qui est surprenant. Oui. D'accord, bon. J'ai passé un bac égyptien, si vous préférez. Tout ce qui était histoire, géo, matière un petit peu dite littéraire, sociale, c'était en arabe, mais tout ce qui était maths, physique, etc., c'était en français. Ensuite, j'ai fait une année de médecine, j'ai choisi de la faire en anglais, donc maths, physique, tout ça, tout était en anglais. Ensuite, je suis entrée à Collège El Hendes à la Jamaat al-Qahira. Donc, la première année, tout était en arabe, puis la deuxième année, on introduisait des cours en anglais, etc. Et jusqu'à la cinquième année, tout était en anglais. Ensuite, je suis partie en France faire 2 DEA, c'était en français. Puis je suis arrivée à l'ENIT, j'ai enseigné en français, mais j'ai fait mes recherches en anglais, parce que les recherches en sciences exactes, c'est beaucoup plus l'anglais. On comprend pourquoi vous avez choisi un paradigme un peu spécial. Avoir choisi le binarisme, c'est pas un risque. Roland Barthes parle de symétrie terrible, dangereuse. Oui. Écoutez, je peux dire que dans ce que vous appelez deux pôles binaires, en gros, on peut dire comme ça, ce sont les deux extrémités de la chaîne que j'explore. Mais ça ne veut pas dire que je ne regarde que ces deux extrémités. Non. Pour simplifier, disons dans un résumé de 5 lignes qui se trouve en 4e de couverture, j'ai simplifié en prenant les deux extrémités des chemins. Mais en fait, je crois que la vie a fait que j'ai un parcours de nomade.
C'est-à-dire que j'ai beaucoup... Je ne sais pas vraiment si c'est un choix. Peut-être que j'étais un tout petit peu prédisposée, mais ce n'est pas vraiment un choix, c'est venu comme ça. Et donc, j'ai toujours fait du nomadisme entre les pays, entre les disciplines, entre les religions, même on peut dire, puisque je vis avec des personnes de plusieurs religions. Et bien entendu, je gère, c'est une errance à travers les deux pôles dont vous avez parlé, les deux extrêmes dont vous avez parlé. Alors si on veut simplifier, on donne les deux extrémités d'un chemin. Mais ça ne veut pas dire qu'on saute d'un point à un autre, ça serait extrêmement difficile et périlleux. Non, on se balade entre les deux, c'est une errance. Mais votre question déjà qui présente ces nouvelles, cette série de nouvelles, comment font ceux qui s'aiment quand des barrières religieuses, sociales ou ethniques voudraient les séparer? On imagine le contraire. Imaginez deux personnes qui s'aiment, aucune barrière, aucun obstacle. Il y a des risques alors. Ouais, ça serait presque trop beau, presque trop facile. Et je ne crois pas. De toute façon, en général, ce qui est très facile n'est pas très intéressant, la plupart du temps. Vous le savez comme moi, pour faire une thèse intéressante, c'est difficile, ou bien c'est pas bon. Pour faire un livre intéressant, c'est difficile. Donc je ne sais pas si des histoires d'amour qui coulent comme ça, sans rencontrer aucune difficulté, j'ai du mal, mais peut-être que je me trompe, mais j'ai du mal à penser qu'elles sont forcément intéressantes. Comment fait-on pour traverser la frontière entre présence et absence, entre vieillesse et modernité? C'est votre question. Il y a encore à faire. Comment fait-on pour traverser la frontière entre présence et absence, entre vieillesse et modernité? Avez-vous trouvé le cheminant? Oui. D'abord, Salha, vous-même, vous avez dit « je ne fais pas exprès ». Donc le verbe « faire » est un verbe inhérent à notre discours. Il est presque incontournable. Alors, comment fait-on? Il n'y a pas de réponse, évidemment, à cette question. Il y a seulement des tentatives, des essais, des personnes qui ont des désirs de dépassement et qui vont plus ou moins les réussir. Dans les différentes nouvelles de ce recueil, il y a des exemples de réussite un petit peu inattendus. Il y a des échecs, des exemples d'échecs patents. Et puis, il y a d'autres exemples où on est vraiment entre la réussite et l'erreur, pour ne pas être binaire, comme dire. Peut-on pouvoir, dans un élan pour aller, le verbe aller, vers l'autre, s'affranchir, le verbe s'affranchir, de la solitude intérieure que la vie parfois nous impose, verbe imposer? Peut-être que les trois verbes, pouvoir, aller, s'affranchir, imposer, peut-être que les verbes, d'une certaine manière, balisent le chemin cheminant de la question. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est-à-dire que je suis frappée par le poids des contraintes sociales, le poids parfois des déterminismes auxquels nous faisons face. Et en même temps, face à ça, face à ces déterminismes, à ces contraintes, à ces barrières, face à cela, je crois qu'il y a un élan très fort des gens pour aller les uns vers les autres, pas vers tout le monde évidemment, mais vers des personnes avec qui elles éprouvent des affinités particulières. Et alors, tout mon questionnement dans ce livre, c'est précisément, voilà, je suis physicienne, excusez-moi, je vais utiliser des termes physiques, on a deux forces contraires. On a une force qui écarte les gens, qui crée des obstacles entre eux, qui met des barrières. Et puis, il y a une force d'attraction. Et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est précisément de regarder un petit peu la relation entre ces deux forces et de voir des exemples. C'est simplement des exemples. Je ne mets absolument jamais de théorie générale, complètement absurde, et ensuite, j'en suis tout à fait incapable. Mais j'ai eu envie d'imaginer des histoires où ces deux forces, la force d'attraction et la force non pas de répulsion, mais disons de séparation qu'impose la société et les déterminismes, où ces deux forces sont en présence, et voir un petit peu comment est-ce que la personne va s'en sortir, ces deux. À la recherche de je ne sais quoi. Alors, c'est à la fois Jean Kilevitch et Proust, Marcel Proust. Ouais. À la recherche du temps perdu ou à perdre, du temps retrouvé ou qu'on n'a jamais retrouvé. Oui. Vous avez là, à la limite, corrigé l'aigreur des nouvelles, parce que les autres textes qui suivent sont d'un autre genre. Mais le premier, quand on le lit, on respire. Il y a de l'oxygène dans le premier texte. Ça, c'est un point de vue de lecteur, Nadia Arab. Oui. Alors, vous dites la recherche de la mer, oui. Et la mer, c'est la mer biologique, tout à fait particulière, que rien ne peut remplacer, à laquelle on ne peut rien comparer. Mais c'est aussi le pays d'origine, et c'est aussi la langue d'origine, c'est aussi les saveurs, les couleurs, les senteurs. Tout ça, ce sont des choses qui ont une importance tout à fait constructive de l'être.
Et c'était un petit peu ça que je cherchais. Je ne savais pas ce que je cherchais, mais je savais juste que j'étais en recherche. Et en fait, je dirais que dans cette nouvelle, bon, il y a la recherche de la mer, je crois qu'on le perçoit. Il y a la recherche aussi de la gloire de l'Égypte ancienne. Parce que l'Égypte a eu une très grande civilisation et actuellement, on est dans un état de... Il y a quand même des symptômes de décadence d'une certaine façon. Et ça fait mal à tout Égyptien. Et donc, il y a la recherche un petit peu de cette grandeur de l'Égypte. Il y a aussi la recherche de l'Égypte de l'enfant. Il y a aussi la recherche de l'Égypte très vivante avec tous ces projets, tous ces touristes qui venaient, etc., avant la Révolution. Et puis, il y a aussi la recherche de l'élan révolutionnaire qui a enflammé les gens pendant une certaine période, même ceux qui étaient en exil, et qui est peut-être difficile à retrouver après la Révolution. Donc, il y a toutes ces recherches-là qui convergent, qui créent un état d'errance et un état de nostalgie, si vous voulez. Et cette promenade à travers Khan Khalil, je me suis rendu compte, après l'avoir écrite, parce que je l'ai écrite sans préméditation, je l'ai écrite au fil de la plume, au fil du clavier, si vous voulez. Mais je me suis rendu compte après coup qu'elle cristallisait un petit peu cet ensemble de chemins de rue. Donc je ne sais pas quoi. Voilà, parce que c'est un peu tout ça, et c'est rien de précis. Vous avez là évité le piège du langage engagé. Roland Barthes, que j'étais en train de lire tout à l'heure, admirait Sartre, mais considère sa manière que l'engagement est un risque. Ce texte, moi, je le trouve exceptionnel dans la mesure où il met le doigt sur les périples. Comment ils ont fait pour échapper à l'engagement? Dans cette nouvelle-là, je n'ai pas eu besoin d'échapper. Mais dans la nouvelle suivante, je crois que c'est la suivante, celle de Mohashish, là, je suis tombée dans le piège. Et puis, c'est-à-dire que j'ai vécu les deux révolutions avec une intensité énorme. J'ai regardé plus d'heures de télévision que dans tout le reste de ma vie cumulée. Vous vous rendez compte, hein, en quelques mois. Parce qu'il y avait la révolution tunisienne et la révolution égyptienne en parallèle, mais j'ai vécu tout ça en Tunisie. Et donc, quand j'ai écrit Mohashish, dans ma première mouture, je tombais dans ce langage d'engagement, comme vous. Et ensuite, je me suis relue. Et je me suis dit, mais non, ce n'est pas ça ce que je veux. Ce que je veux, c'est une aventure beaucoup plus intérieure, qui a pour toile de fond cet événement extraordinaire de la Révolution. Mais c'est une toile de fond, ce n'est pas mon propos. Mon propos n'était pas du tout d'analyser la Révolution ou tout ça. D'abord parce que j'en suis incapable, et ensuite, il y a des gens qui le feront beaucoup mieux que moi, et c'était vraiment pas mon propos. Donc dans Mohashish, j'ai eu la difficulté dont vous parlez, et il m'a fallu réécrire la nouvelle 2 fois, 3 fois, pour arriver à l'expurger un petit peu de ce langage militant. Mais dans la première, non, parce que c'était l'Égypte avec tout ce qu'elle représente pour moi comme justement mère patrie, mère dans tous les sens du mot. Donc je n'ai pas été tentée. J'avais la nostalgie de cette Égypte merveilleuse. C'est un peu le paradis perdu, peut-être, que je cherche. Ça me vient en parlant. Et donc, dans le paradis perdu, il n'y a pas de militantisme engagé. Je vais vous demander de lire à la page 20. Je décide de refaire, seule, le périple souvent accompli avec ma mère, toujours même, et chaque fois différent. La révolution, avec ses soubresauts, est passée par là. Qu'importe Moubarak, Morsi, ou Sisi. La même poussière règne sur la place Sayyidna al-Hussein, voilant les monuments aux regards indiscrets. Dans une courte halte au café El-Fishawi, je cherche une réminiscence du visage de ma... dans les miroirs au cadre d'or. Mais ils sont ce matin étrangement muets. Dans la rue principale, les vitrines des boutiques sont bien astiquées, l'encens envoûtant, les pavés arrosés. Mais la rue est vide. Le terrorisme a eu raison du tourisme. Les commerçants, debout à la porte de leur boutique, pleine de trésors et vide de clients, arborent un sourire usé par leur amabilité est maintenant voilée de tristesse. Je me promène au hasard des rues étroites. Je croyais avoir marqué de petits cailloux blancs les itinéraires empruntés avec maman. Mais j'ai peut-être utilisé des morceaux de mie de pain et les oiseaux les ont mangés. Je me perds. Et cette perte de repères physiques entre soudain en résonance avec celle d'autres repères. Je retrouve par hasard la fontaine Katroud. Venant de la rue qui l'allonge sur sa droite, une frêle silhouette se dessine, qui me remue le cœur. Du pas souple d'une femme de 40 ans, ma mère avance vers moi, le dos bien droit, souriante, son beau regard
semblant venir de très loin. Vous nous illuminez, madame, vous illuminez la boutique et tout le quartier. 3 points de suspension. Tout est peut-être dans les points de... Que cachent les points de suspension? Nadia Ralab, votre nouvelle s'appelle « À la recherche de je ne sais quoi ». Avez-vous trouvé ce je ne sais quoi? Écoutez, ce je ne sais quoi, c'est peut-être d'une certaine façon essentiellement la présence de ma mère. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de choses dans ce je ne sais quoi, mais peut-être que la présence de ma mère, c'est ce qui concrétise un petit peu ces choses-là. Et je peux vous dire que j'ai retrouvé cette présence à l'intérieur de moi, mais par intermittence, pas tout le temps. Il y a des moments où je la sens, il y a des moments où je la paie. Et les 3 points de suspension, peut-être qu'ils reflètent cette intermittence. La conversion est une école de la vie. Votre nouvelle le montre bien. Quand votre mère discute avec le marchand, et là vous dites, écoutez, c'est leur monde à la limite. Quelle est votre lecture de ce passage qui intéresse les psychanalystes? L'air libre, le soleil, la rue, c'est tout un monde. Alors que dans d'autres pays où il fait très froid, où les gens ne se connaissent pas, où il n'y a pas de proximité, les gens payent très 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 cher pour aller voir un psychanalyste. Oui, tout à fait. Alors effectivement, moi je crois que ce qu'on appelle le marchandage, ou la négociation d'un prix, c'est un véhicule d'échange social qui est extrêmement important et qui permet à 2 personnes d'être très proches d'un certain point de vue, sans entrer dans l'indiscrétion, sans empiéter sur le domaine de l'intime de l'autre. Et c'est étrange, mais ça arrive vraiment, ce marchandage, à créer une proximité dont nous rêvons tous, je crois. Je crois que tous, nous avons envie de dépasser notre solitude intérieure pour rencontrer l'autre, avec un petit A ou avec un grand A, comme on veut, ça dépend des moments. Et je crois que la négociation, en tout cas en Égypte et aussi en Tunisie, moi j'aime bien négocier avec les marchands, parce que c'est un moment de rencontre humaine véritable, sans que ce soit avec des personnes proches ou intimes. Donc c'est une chance extraordinaire de pouvoir avoir un moment de rencontre humaine, vraie, avec des personnes que nous ne connaissons presque pas. Dans votre livre, qui est constitué par une série de nouvelles, vous avez transmis des tranches de vie, vous avez cherché à dire quoi? Parce que la deuxième nouvelle est triste. D'autres nouvelles sont tristes aussi. Cette mère qui cherche son fils et qui... et alors là, autant j'ai admiré... Moi, tous les commentaires des ponts, des différents ponts, la lecture des ponts, la lecture du social, la lecture des formes, autant la fin, la chute est terrible. Dans un monde où tout est terrible. Alors, Moha, tout d'abord. Commençons par Moha. Moha. Pourquoi Moha et pourquoi ce personnage? Une nouvelle qui est longue. Et pour dépasser quoi, à la limite? Parce que ça s'appelle dépasser. Oui, là je crois que justement on essaye de dépasser beaucoup de barrières qui sont... Alors, il y a 2 personnes. Moha, qui est quelqu'un, en réalité, c'est un enfant qui est né hors mariage, donc ses copains le traitent de bâtard, etc. Donc il est dans une position sociale très délicate. Il est pauvre, il est brun, il est tunisien, il est musulman. Et puis il rencontre une jeune fille qui est d'une famille extrêmement aisée, occidentale, française ou belge ou peu importe quoi, rousse avec des yeux verts magnifiques, et elle est de la caste, si j'ose dire, des maîtres, et lui est jardinier. Et lui, dans son enfance, on lui a expliqué à respecter les frontières, les barrières entre les riches et les pauvres, entre les occidentaux et les orientaux, on lui a mis en tête, entre les garçons et les filles, on lui a mis en tête une foule de barrières, une foule de frontières qui devaient être respectées. Et la jeune fille ne voit pas les choses de la même façon. Et c'est elle qui manifeste l'attraction qu'il exerce sur elle, c'est elle qui vient vers lui. Elle est plus jeune de quelques années, 5-6 ans par là. Et donc, il y a ces 2 êtres-là qui communiquent notamment à travers leur amour de la poésie, mais pas seulement, à travers leur amour de la mer, de la végétation, de beaucoup de choses, et puis à travers leur amour de quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas dire avec des mots, bien entendu. Les affinités entre 2 personnes, c'est très très difficile de les disséquer. Si on les dissèque, on n'arrive à rien du tout. Donc, il y a une dynamique d'attraction extrêmement importante entre les 2, et puis il y a en même temps des frontières multidimensionnelles, c'est-à-dire sur plusieurs plans, social, ethnique, religieux, etc. Et dans cette nouvelle-là, il y a une tension extraordinaire entre ces 2 forces, justement, la force d'attraction et puis
toutes ces méchantes barrières qui veulent éloigner les gens les uns des autres. Et malheureusement, dans cette nouvelle, il y a une tentative de dépassement de ces frontières, mais elle n'a pas réussi. Vous me demandiez tout à l'heure, l'introduction, si les gens avaient réussi ou pas. Je vous ai dit, ça dépend des cas. Ici, malheureusement, non. C'est un Julien Sorel maghrébin, oriental, parce que l'amour de tête, l'amour de cœur, les barrières, l'échelle sociale. Ouais. Mais votre nouvelle, tout d'abord, et bon, ce qui sauve peut-être la nouvelle elle-même, c'est la littérature. Apollinaire, Baudelaire, René Char, Prévert. Donc Rumi, que vous citez à la page 20, j'étais mort, je devins vivant, j'étais en pleurs, je devins rire. Le règne de l'amour est venu et mon règne devint éternel. Il me dit, tu n'es pas fou, tu n'es pas digne de cette maison. Je partis, je devins fou, je devins lieur de chêne. Il me dit, tu n'es pas ivre, va-t'en, tu ne fais pas partie de la bande. Je partis, je devins ivre, rempli d'allégresse. Vous connaissez le texte en arabe? La traduction, là, quel est le texte que vous avez choisi? Qui a traduit la traduction? Franchement, je ne me rappelle pas, je ne peux pas vous dire. Je ne me souviens pas, mais je sais que c'est un poème qui me bouleverse, qui me transporte. Je ne sais pas qui l'a traduit. Donc, dans votre nouvelle, Moha, ce qui sauve Moha, c'est la musique, c'est la littérature, c'est la plainte du naï. Alors la musique, c'est l'harmonie silencieuse à la limite, parce que c'est un homme silencieux, c'est un personnage qui en fin de compte, se défend, lutte pour partir d'ailleurs, et pour aller ailleurs à la limite, mais c'est pas facile. Non, malheureusement. Moha écoute, Moha comprend, découvre une détresse différente de la sienne, à la fois semblable, il parle peu, retient tout. C'est quoi ce personnage-là? Vous voulez que je vous dise ce qui m'a inspiré le personnage à l'origine? Moi, j'ai vécu à Sidi Bou Saïd pendant 9 ans et nous étions dans une maison qui surplombait le Café des Nattes. Et il y avait ce serveur du Café des Nattes qu'on appelait Baqa et qui avait un bouquet de jasmin derrière l'oreille et qui avait quelque chose de mystérieux et de... Je ne sais pas, je trouvais qu'il avait une charge romanesque, une charge... humaine et un mystère aussi autour de lui. Et c'est à partir de lui que j'ai eu envie de bâtir un personnage. Donc voilà. Alors il parlait facilement, il parlait de tout, mais on sentait moi je sentais qu'il y avait une part de lui qui n'était jamais dite, la part la plus profonde. Il était capable de parler avec les clients de toutes sortes de choses qui les intéressaient, mais il ne se livrait pas. Et j'ai eu envie de bâtir une histoire à partir de ce personnage. La fin de cette nouvelle, c'est une fin, encore une fois, les herbes folles envahissent la baraque, au-dessus du cimetière marin, où il fait si bon être mort. C'est le mot mort. Est-ce que la mort est la réponse, est la résultante, et l'ultime repos? Non, je ne dirais pas que c'est l'ultime repos. Je dirais que c'est une des frontières plutôt qui limite notre vie présente. C'est dans ce sens. C'est pas l'ultime repos, non. Mais d'ailleurs, quand je dis où il fait si bon être mort, ça ne veut pas dire que Moha est mort et là. Hein? Je laisse le destin final de Moha dans le mystère. Et si vous remarquez cette phrase où il fait si bon en parlant du cimetière marin, c'est pas celui de Valérie, mais en parlant du cimetière marin où il fait si bon être mort, cette phrase venait déjà avant. Donc ça ne veut pas dire que Moha est mort. On ne sait pas ce qu'il devient, mais c'est vrai que ce cimetière, je ne sais pas si vous connaissez le cimetière de Sidi Bou, il est d'une beauté incroyable. Hein? Et moi je me dis, mais ils ont de la chance, les morts, d'être enterrés dans un lieu aussi fabuleux. Là, Apollinaire aurait dit autre chose. Moha Chiche, pourquoi ce nom composé? Bon, en fait, c'est parce que le fou de Moha de Tarbes. Oui, c'était pas... Bien que j'ai beaucoup aimé dans le temps, Moha, le sage Moha le fou. Non, c'était parce que Moha Chiche, ça fait hashish. C'était ça ce que je voulais trouver. Hein? Hashish. Et en fait, c'était un type qui fumait du hash. Et à un moment donné, on dit que les gens l'appelaient de différents noms, les uns disaient Moha et tout ça, les autres l'appelaient Hash. Ouais. Qui est Moha Chiche. C'est alors tout Baudelaire est là-dedans. Hein? Je ne sais, non, certainement pas. Pour le hashish. Oui, l'accent. C'est un personnage baudelairien. Oui, si vous voulez, oui. Peut-être qu'il a lu Baudelaire, parce que là, quand on voit qu'est-ce qu'il n'a pas vu, qu'est-ce qu'il n'a pas entendu, puisqu'il fréquente les autres, il les écoute. C'est ça. Voilà, il écoute beaucoup. Lui, il a une culture soufie, probablement, parce qu'à un moment donné, il parle de son maître soufi, qui lui a
prêter ce ney. Et il y a une confrérie très importante, la Essaouia, à Sidi Bouzid. Et là, la même chose, à la page 42, 14 janvier 2011, effervescence. Les clients disent que le président Afouy, le visage radieux, il fredonne, si le peuple un jour veut la vie, à coup sûr le destin devra y répondre. Quelques semaines plus tard, Moha voit affluer au Café d'Ena des groupes de jeunes des faubourgs pauvres, de Haïtadam ou Santas, leur famille, venus de Gassré, de Sidi Bouzid, d'autres quartiers populaires aussi, les empreintes de TGM, jusqu'à ce petit village propice au rêve. Et là, voilà, c'est une parenthèse, encore une fois, comme pour la première nouvelle, c'est votre style de dire, oui, l'histoire est là, nous subissons ce que nous sommes en train de subir, mais le plus important est ailleurs, toujours ailleurs. Comme si Nedera demandait aux jeunes, tournons la page, nous sommes en 2021, je dirais même que le monde entier veut maintenant tourner la page. Quelle page? Les pages des 3-4 dernières années, on peut même remonter jusqu'à 10. Je ne dirais pas tourner la page dans le sens de oublier tout ce qui s'est passé, non, mais plutôt avancer. Oui, avancer, oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu, je rejoins vraiment René Char là-dedans, c'est-à-dire que personnellement, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'histoire avec un grand H, mais c'est que l'histoire, pour moi, c'est une toile de fond. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment cette toile de fond a agi sur la vie intime des personnages. Parce que je crois que notre vie personnelle, même notre vie intime, ne peut pas être tout à fait indifférente à la toile de fond, à l'ambiance historique dans laquelle nous vivons. Mais ce n'est pas l'histoire en soi qui m'intéresse, c'est sa répercussion sur la personnalité des gens, sur leur vécu et sur leur évolution. C'est ça ce qui m'intéresse. Dépassement nouvelle, arabesque, l'année d'édition c'est 2019, et c'est une série de nouvelles, série de singularités, série de tranches de vie bien saignantes, mais avec beaucoup de poésie. C'est un livre qu'on lit avec plaisir, on ne s'ennuie pas, parce qu'il ne donne pas de leçons, il n'y a pas de fuite pour la fuite, mais il y a surtout une musique, il y a des citations, je dirais des noms propres, une série d'auteurs très très célèbres, et il y a des passages consacrés au pont parisien, d'autres consacrés à Sidi Bou Saïd ou aux places publiques en Égypte. C'est un livre pluriel, c'est un livre qu'il faut absolument lire. Merci Nadira. Merci Sissalha pour cette invitation.